Bonjour, bonjour à tous, bonjour Jean-Paul Mattei. Quelques mots pour vous présenter, même si on vous connaît bien évidemment. Vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques depuis 2017, président du groupe démocrate à l'Assemblée nationale. Vous avez fait la une de l'actualité il y a quelques jours, quelques petites semaines, en faisant passer, adopter en commission des lois un amendement sur les superdividendes en commission des finances, pardon, évidemment, et dans l'hémicycle. Un amendement donc sur les superdividendes qui n'a pas été repris par le gouvernement. Vous nous direz peut-être si vous espérez que cela puisse changer au cours de la navette parlementaire. En tout cas, c'est un épisode qui montre que votre groupe fait partie de la majorité, mais n'est aligné ni sur les positions à strictement parler du gouvernement, ni sur celles de vos collègues du groupe Renaissance. Voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure. En attendant, je cède la parole à Nicolas Prissette pour une première question d'actualité. Merci Ludovic. Bonjour Jean-Paul Mattei. Une première question sur une actualité brûlante. Depuis 19 jours, 234 réfugiés sont à bord de l'Ocean Viking qui navigue en ce moment au large des côtes italiennes. L'Italie a fait savoir qu'elle ne voulait pas accueillir ces migrants. La France, par la voix du porte-parole du gouvernement, explique que c'est à l'Italie de les accueillir. Quelle est votre position? Que faut-il faire? Faut-il attendre que nos voisins agissent ou faut-il que la France accueille ces réfugiés? D'abord, il y a une dimension humanitaire forte. Alors, voilà. Je fais mon apprentissage. Donc, effectivement, il y a une dimension humanitaire forte. Donc, il y a les règles du droit international et ce bateau étant dans les eaux territoriales italiennes. Donc, c'est normalement à l'Italie d'assumer ses responsabilités. On voit bien qu'il y a un blocage. Il y a eu, je crois, un accueil momentané à caractère humanitaire. Maintenant, on ne va pas laisser ces gens errer sur la Méditerranée comme cela. Moi, je crois que Gilles Simeoni, pour la Corse, a fait une proposition. Je pense qu'il faut peut-être la regarder avec une certaine ouverture d'esprit. Voilà, donc il y a des contraintes, mais effectivement, on voit bien qu'il y a une évolution de l'Italie par rapport, je dirais, à cette terre d'accueil. Bon, on peut le regretter, mais il faudra bien qu'on trouve une solution humanitaire pour ce bateau. Voilà, ma position est de dire, voilà, à cas exceptionnel, à conditions exceptionnelles, on essaie d'avoir une attitude responsable et humaine. Donc, si je traduis ce que vous dites par rapport à la Corse, c'est-à-dire que vous seriez favorable à ce que le bateau soit accueilli en Corse? Oui, je n'ai pas l'expression en détail de Gilles Simeoni, mais je crois qu'il a fait une ouverture et il a fait une proposition d'accueil temporaire. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Est-ce qu'il faut que les choses soient clarifiées au niveau européen et que les pays qui ne respectent pas le droit européen, le droit international de Oui. la mer soient sanctionnés? Parce qu'on voit bien qu'on est dans une forme d'impasse, là, en l'occurrence. Oui, bien sûr. Moi, je crois qu'il y a des règles européennes qui ont été définies. Il faut les respecter. Quels sont les moyens de pression qu'on peut avoir sur l'Italie? Je dirais ça, c'est au niveau européen que ça doit se régler. C'est sûr que le cas par cas ne peut pas convenir. Il faut vraiment qu'on ait une politique globale d'accueil de ces immigrés. Voilà. Mais qu'une dose d'humanité et de respect de la personne humaine vienne guider notre réflexion, je pense que ça fait partie aussi de notre rôle. Mais effectivement, il faut qu'on ait une position des Européens sur ce sujet. Elle existe, normalement. Je regrette qu'en fonction des changements politiques, on ait notre attitude. Voilà. Bon, après, il faut respecter la souveraineté de chaque État. Juste un dernier point sur l'Italie. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a les moyens de faire pression sur Giorgia Meloni? J'en suis pas sûr. On peut avoir des déclarations. Je concède que c'est assez compliqué d'obliger l'Italie par rapport à ça, ce que je regrette. Mais c'est au niveau européen que ça doit se dessiner. Alors de façon connexe, on se rappelle que c'est lors d'une question au gouvernement sur l'Ocean Viking que le député RN Grégoire de Fournas a eu des propos qui ont provoqué le scandale et la polémique et la sanction qu'on sait de la part de l'Assemblée nationale. Vous considérez que la réponse de l'Assemblée nationale a été la bonne à la suite des propos tenus par Grégoire de Fournas? Alors moi j'étais en séance quand ça s'est passé. J'ai dit que j'avais trouvé que la séquence était assez glaçante et j'assume mes propos.
Ça m'a choqué. Alors, sur l'interprétation Kiel, ou est-ce que ça s'adressait directement à notre collègue? En tout cas, on avait un collègue qui posait une question et on a une réponse cinglante. D'abord, moi j'ai rappelé que ce n'était pas aux collègues de répondre, ce sont des questions aux ministres qui sont posées, c'est au ministre de répondre. Alors effectivement, parfois l'Assemblée est un peu indisciplinée, mais là, on avait quand même un propos qui était assez troublant. Sur la sanction, je dirais que c'est la plus forte des sanctions, mais je pense qu'il faut relativiser quand même la sanction. Même si symboliquement elle est forte, c'est 15 jours, je dirais, de mise en parenthèse de notre collègue député. C'est une sanction financière. Bon, voilà. Vous voulez dire que c'est supportable? Comment? C'est supportable. C'est supportable, c'est le règlement de l'Assemblée. Alors c'est vrai qu'au niveau de la hiérarchie, c'est la plus forte des sanctions. Maintenant, il faut relativiser. Et quand on a ce type de remarques, est-ce que c'est une bêtise? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'était assumé? Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on tourne la page. Je pense que c'est une mauvaise séquence de l'Assemblée nationale. On est quand même dans le creuset de la démocratie. Ce type de remarques n'est vraiment pas convenable. Et moi, j'ai dit que je voulais une sanction exemplaire. Alors, sur la hiérarchie des sanctions, je pense qu'il fallait qu'on fasse un exemple. Voilà. Mais ça sert aussi de leçon pour l'ensemble de nos collègues, y compris chez nous, qui peuvent avoir des remarques désobligeantes. Et il faut qu'on ait une forme de respect et d'écoute au moment de ces questions au gouvernement. Moi, je sais que j'ai toujours été un peu choqué. Je suis pas un jeune député, maintenant j'ai 5 ans d'expérience, mais ces questions au gouvernement, avec quelques invectives et quelques remarques, ça peut paraître un peu troublant. C'est un moment de démocratie, on est regardé à travers les écrans. Je pense qu'il faut qu'on soit toutes et tous assez responsables. Mais là, je dirais, on était dans une autre séquence. On était dans une séquence où il y avait une connotation que l'on peut qualifier de raciste ou pas, mais en tout cas excessivement choquante, et j'ai trouvé ça, et je trouve que la sanction me semble tout à fait convenir. Au-delà du cas Grégoire de Fournas, sur l'ambiance des débats, des discussions à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale était réuni ce matin avec notamment à l'ordre du jour la question de la tenue vestimentaire, d'un certain nombre de sanctions aussi qui ont été prises précédemment à l'encontre d'autres députés pour des propos ou des scènes de chahut dans l'hémicycle. Vous estimez que cette Assemblée qui est très diverse finalement, dans laquelle il n'y a pas de majorité absolue, dans laquelle il y a du suspense sur les textes, doit faire peut-être davantage attention à l'image qu'elle renvoie au-delà du travail législatif qui est fait? Oui, alors il faut conserver la liberté d'expression, ça c'est fondamental. Maintenant, je trouve que les débats sont parfois apaisés et respectueux entre nous. Attention, il y a de bons échanges républicains. Des fois, ça dérape, les esprits s'échauffent. Voilà. Alors moi, j'étais pas à la réunion de bureau ce matin, je ne pouvais pas assister à la réunion de bureau, mais on va voir ce qui a été décidé. J'ai pas d'informations, mais effectivement, alors sur les tenues vestimentaires, bon, ça c'est un vieux débat. Bon, moi, personnellement, je mets la cravate et je l'assume. Vous savez, dans ma profession, moi, je suis notaire de profession, et je mettais toujours mis la cravate par respect, parce que j'avais souvent des gens qui venaient me voir et qui s'habillaient bien. Alors, il y a quelques années. Maintenant, ça évolue, mais il y avait on venait voir le notaire, on s'habillait bien. Donc, moi, je pense qu'il y a un respect réciproque à avoir. Voilà, après, cravate, pas cravate, bon, moi je pense qu'une veste, c'est un minimum. Maintenant, j'en fais pas, c'est pas l'habit qui compte, les débats. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on se respecte, qu'on soit en capacité d'écoute. Ça me semble important. Il a été question ces derniers jours, à la suite d'un article de presse, de la question de la dissolution. On a parlé ces derniers temps, avec le 49.3 et les motions de censure, de risque de blocage de l'Assemblée nationale. Et pourtant, on voit que des textes sont votés. Le projet de loi de finances rectificative pour 2022 a été adopté tard cette nuit dans l'hémicycle. On attend une commission mixte paritaire, d'ailleurs, qui a lieu en ce moment même, sur le texte concernant le plein emploi et la réforme de l'assurance chômage, qui devrait également être conclusive. Vous considérez aujourd'hui que cette Assemblée, elle est en capacité de travailler, et que la question de la dissolution se posera peut-être plus tard, mais n'est pas aujourd'hui une question d'actualité? Il y a l'impression peut-être parfois un emballement sur cette hypothèse? Ça, pour moi, c'est une évidence.
On a été élus au mois de juin, on s'est tous lancés dans ce combat. Pour nous, de la majorité relative, on s'est engagé derrière le président de la République pour essayer d'accompagner ses idées sur la société. On n'était pas forcément d'accord sur tout, hein. On a chacun nos personnalités, notre vision de la société. Il se trouve qu'on a, en quelque sorte, découvert la configuration de l'Assemblée, avec, comme on a dit, en fait, vous avez la proportionnelle. Non, on n'a pas la proportionnelle. Si on avait eu la proportionnelle initialement, on n'aurait pas tout à fait... On aurait peut-être la même configuration au niveau des forces, mais on aurait, je dirais, des forces un peu plus autonomes dans leur capacité de dialoguer ou de trouver des compromis. Nous faisons notre apprentissage d'une nouvelle forme d'Assemblée nationale et de cette majorité relative. Effectivement, cette histoire de dissolution, ça reviendra souvent, je pense. Pour moi, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, au dernier mandat, au moment de la crise des Gilets jaunes, on s'est interrogé, moi le premier. On venait de vivre une élection démocratique, on avait une élection présidentielle, une élection législative, et 1 an et demi après, on a ce phénomène des Gilets jaunes. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? Et à travers les grands débats, on a eu l'impression qu'on repartait dans une campagne électorale. Donc même, moi personnellement, à un moment, je me dis, mais est-ce qu'on vraiment on colle à ce que veulent les Françaises et les Français ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les Françaises et les Français se sont exprimés. L'Assemblée nationale a cette configuration. Moi, je dis et redis, tout le monde est légitime. Il n'y a pas de petits et grands députés. Tout le monde a sa légitimité. Maintenant, on doit légiférer, on doit essayer d'aller au bout, mais il faut qu'on trouve de nouvelles façons de travailler et de nouveaux compromis. Et moi, je pense que si on prend l'épisode du 49.3 à répétition sur certains textes financiers, je rappelle que l'alinéa 3 de l'article 49 prévoit ce cas de figure pour les textes financiers. Donc, pourquoi les textes financiers ? Parce qu'ils sont nécessaires, je dirais, ils sont indispensables. La France ne peut pas avoir de budget à la fois au niveau des finances et au niveau du financement de la sécurité sociale. Donc, le 49.3, quand on a des oppositions qui disent qui de toute façon ne voteront pas le texte, il faudra bien qu'on trouve des solutions. Alors qu'ensuite, moi sur la première partie, je trouve que le débat a été relativement riche, même s'il y a eu des amendements qui n'ont pas été retenus au final, et notamment celui sur les superdividendes, mais ça n'empêche qu'on a débattu. Peut-être pas au bout du bout. Sur la deuxième partie, en fait, la deuxième partie est conditionnée par la première partie. La ressource conditionne donc, je dirais, les choix et les différentes missions. Il y a eu un moment où il y avait des dérapages. Bon, on en tire les conclusions. C'est pas satisfaisant, c'est vrai, mais on n'a pas le choix aujourd'hui. Dans la mesure où vous avez les oppositions qui disent on votera pas le texte, comme ce texte doit être adopté, la seule solution, c'est le 49.3. Donc ça devient une évidence. D'ailleurs, je pense que je redisais moi les écrits de Michel Debré lorsqu'il présentait la Constitution devant le Conseil d'État en 1958. C'était cette espèce de clause de sauvegarde pour qu'un texte financier puisse être adopté. Alors, ensuite, on l'a aménagé. Mais voilà, donc à la limite qu'il y ait des 49.3 sur d'autres textes, ça peut être plus troublant, parce que c'est pas des textes indispensables, ils passent pas. À la limite, pourquoi pas. Mais sur des textes financiers, hélas, je considère qu'on n'a pas le choix. Alors, sauf erreur et pour les historiens, Michel Debré et le général de Gaulle n'étaient pas favorables au départ à un processus de type 49.3. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire ici. Dans les déclarations de Michel Debré, il est clair. Oui, à la fin, oui. À la fin, bien sûr, on est d'accord. Vous avez évoqué votre amendement sur les dividendes. On vous a accusé à ce moment-là d'avoir mis en difficulté le gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, je ne cherche pas à mettre en difficulté le gouvernement. J'ai bien l'intention de légiférer et d'être apporteur d'idées. Je trouve qu'on a eu des lois de finances, et pour cause, relativement défensives. On a eu un début de quinquennat avec une réforme de la fiscalité de l'entreprise, avec la suppression, l'évolution de l'ISF en IFI, la création de la flat tax. Il y a eu le prélèvement à la source aussi, qui sont quand même des réformes intéressantes. On avait une certaine dynamique dans, je dirais, une réforme fiscale. On a voulu faire des réformes qui permettaient à l'économie de mieux se porter, aux investisseurs de revenir en France, et je dois dire, ça a fonctionné.
Ça a fonctionné, je dirais pas mal des réformes. Maintenant, on peut s'interroger. Moi, très vite, je me suis interrogé sur la fiscalité à la fois du travail par rapport à la fiscalité du capital. Voilà. Est-ce que tout ça, ça fonctionne? On était en 2017. La crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine. Moi, je dis que la France de 2022 dépasse celle de 2017. Et est-ce qu'on peut, en fonction de l'environnement, se dire, cette règle que j'ai mise en place, est-ce que je ne peux pas la bouger un petit peu et essayer de faire évoluer? Si on parle du problème de la flat tax ou du PFU, qu'est-ce que c'est la question? Aujourd'hui, vous avez une tranche d'impôt sur le revenu à 45%, tranche marginale, plus la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 4%, ça fait 49%. Quelqu'un qui gagne très bien sa vie peut être dans la tranche marginale, payé 49%. Quelqu'un qui se distribue de très gros dividendes, lui, va être taxé sera taxé à 12,8% au titre de l'impôt et à 17,2% au titre des contributions sociales. Est-ce que l'entreprise... Alors, si je fais la genèse un peu de cet amendement, moi, j'écoutais, on dit les super-profits, il faut taxer les super-profits. D'abord, et on le voit bien avec la mission Flash qui a été initiée par la Commission des finances, ça ne fonctionne pas vraiment, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont des établissements à l'étranger, ce qu'on appelle les établissements stables à l'étranger, et donc il y a des principes en matière de fiscalité internationale, j'ai répété assez souvent dans l'hémicycle, c'est que par les faits, ce qu'on appelle des établissements stables et de la non-double taxation, ces sociétés qui ont des établissements taxés à l'étranger, on ne peut pas les retaxer en France. C'est compliqué. Donc, ce n'était pas forcément efficace. Et les mesures qui ont été prises au niveau européen me semblent aller dans le bon sens, mais on ne peut pas parler vraiment de taxation des super-profits. Sur les dividendes des particuliers. Mais pour les dividendes, les super-dividendes qui sont... est-ce que, de manière temporaire, et avec, je dirais, un atterrissage, alors certainement qu'il fallait retravailler l'amendement. Il fallait peut-être des sociétés qui, pendant 4-5 ans, n'ont pas distribué pour consolider les fonds propres. Est-ce qu'elles doivent être sanctionnées parce qu'elles se mettent à distribuer? Très très vite, on va être au-dessus de la règle des 20% que j'ai essayé de concevoir à travers cet amendement. Donc, c'était un amendement de bon sens qui tenait compte de circonstances exceptionnelles et qui, en même temps, avait une vocation pédagogique vis-à-vis des entreprises en disant, est-ce que je distribue? Est-ce que je fais sortir l'argent de l'entreprise? Par contre, l'argent ou les profits que je fais dans l'entreprise qui permettent de faire de la recherche, de se diversifier, de partager certaines rémunérations avec les salariés, est-ce que ce n'est pas vertueux? Et quand ils sortent de l'entreprise, où cet argent n'est plus utile au fonctionnement de l'entreprise, mais est utile pour rémunérer les actionnaires, est-ce que c'est un scandale de demander une petite contribution complémentaire? Moi, je considère que non. Et c'était un signe que l'on donnait. On a fait des simulations. Hein. C'était pas, comme j'ai dit, c'est pas le grand soir fiscal. Hein, ce qu'on a fait. Quelque chose, c'était une mesure, me semble-t-il, de bon sens et qui envoyait un signe de solidarité. Bien entendu vos arguments. Vous le rappeliez tout à l'heure lors de son adoption dans l'hémicycle, votre amendement a été voté y compris avec une vingtaine de voix de vos collègues du groupe Renaissance. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez porté le débat et que l'affaire est close à ce stade, ou est-ce que vous espérez qu'au cours de la navette parlementaire, puisque le budget va maintenant être étudié au Sénat et puis reviendra à l'Assemblée, est-ce que vous espérez encore pouvoir convaincre le gouvernement, vos collègues de la majorité au fil de la navette parlementaire ? Quand je crois à quelque chose, je peux me tromper. Hein, j'ai dit dans mon discours de motion de censure que le doute était vertueux et que pour avoir une véritable écoute, il fallait douter. Je ne vais pas lâcher effectivement ce principe, ça c'est clair. Bon, maintenant, j'entends hein, ce qu'on dit, il ne faut pas envoyer de mauvais signes et autres, mais encore une fois... je ne pense pas que la finance, ou la grande finance, ou les investisseurs, moi qui connais très bien le monde de l'entreprise, un peu plus le monde de la petite et moyenne entreprise, ou même les ETI, ne sont pas crispés sur le dire « je vais être fiscalisé un peu plus ». Ce n'est pas comme ça le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, c'est des gens qui croient à une action, qui croient en leur boîte, qui croient en leur marché, qui ont confiance en leurs salariés. C'est un vrai travail d'équipe. Et je dirais, le fait de se dire je vais payer un peu plus d'impôts parce que je distribue,
c'est pas, je dirais, c'est pas ce qui c'est pas leur préoccupation de tous les jours. Donc, il me semble, moi, que l'on peut avoir une réflexion entre la taxation du revenu du travail, qui est un vrai sujet, et la taxation du revenu du capital. Est-ce que tout ça, c'est bien équilibré? Voilà. Après, il faut rester sur des mesures. À l'époque, quand François Hollande avait dit « je taxe les grands revenus au-dessus de 75%, on a vu que la mesure avait été considérée comme inconstitutionnelle. C'était problème de taux et de mesure. La vie, vous savez, c'est tout un équilibre. Et je pense que ce n'est pas anormal de se poser les bonnes questions. Moi, je pense qu'il faut que nous avons une fiscalité du patrimoine, de rémunération du capital qui est un peu vieillotte, qui n'a pas évolué. Donc il faut qu'on la fasse évoluer. Et vous disiez, si j'ai bien compris en creux tout à l'heure, le gouvernement dit attention à ne pas envoyer de signaux contradictoires. Vous répondez attention aussi de ne pas rester bloqué sur le logiciel de 2017. Oui, absolument. Parce que le contexte, je considère que le contexte a changé et qu'on peut se poser des questions. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous allez changer de trajectoire. Moi, je pense que toutes les mesures qui ont été prises pour l'entreprise vont dans le bon sens. La baisse de l'impôt société va dans le bon sens. On a un débat sur les impôts de production. Oui, on peut considérer que l'attractivité de notre territoire, en essayant de baisser les impôts de production, va dans le bon sens. Après, on a des problèmes d'équilibre avec les collectivités, tout ça. Maintenant, et je considère que l'entreprise a aussi une dimension sociétale. On parle beaucoup de partage de la valeur. J'ai du mal à m'y retrouver, je vous dis franchement, parce qu'il y a beaucoup de mesures sur le partage de la valeur. Mais il n'y a pas que... Il y a ce microcosme où ce que peut représenter cette forme de société au sens liberté publique, quasiment de ce que peut représenter l'entreprise. Et puis, ensuite, cette dimension avec la loi Pacte, par exemple, quand on a donné une dimension sociétale, les entreprises de mission, tout ça c'est une réflexion qu'il faut que l'on ait globalement. Et puis après, vous avez ce que, entre guillemets, ces bénéfices qui sortent et qui vont être appréhendés par des personnes physiques, c'est un autre débat. Voilà. Alors, on a supprimé l'ISF. Est-ce que l'épargne des Français a été vraiment, de nouveau, vraiment fléchée dans l'entreprise? Je ne suis pas totalement convaincu, même si ça a créé un dynamisme et un peu d'air. Et ça a été un élément d'attractivité de notre territoire, c'est une évidence. Maintenant, je pense qu'on peut s'interroger et que réfléchir sur un meilleur équilibre. Moi, vous savez, dans ma campagne électorale, j'ai souvent dit plus grande solidarité fiscale sans briser les talons. Donc, j'ai pris personne en traite. C'est un discours que je tiens depuis le début. Voilà, maintenant, on ne va pas tout casser, on ne va pas faire la révolution, mais il me semble que des ajustements me sembleraient nécessaires. Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. J'ai une question de philosophie politique ou de marketing politique, comme on veut. Bon, par parenthèse, un dividende, ça fait diminuer les actions quand elles sont distribuées. Et donc, c'est le financement du capital d'une entreprise, ça existe. Mais ma question, elle est la suivante. Le mot dividende, dans l'hémicycle, tout le monde vraiment entre en transe quand il s'agit de dividende. Alors, vous avez voté sur des superprofits, des dizaines de milliards de taxation des superprofits dans cet hémicycle. Personne ou peu en parle. Il s'agit de quoi? Il s'agit du prélèvement, enfin il est vrai que Bercy l'appelle prélèvement, sur les superprofits des producteurs d'énergie. Ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Alors comment vous expliquez que votre petite affaire, en termes de... Vous avez dit que vous allez faire des simulations, c'est très faible, bon, ce que ça pourrait rapporter, là, c'est le sujet principal, alors que l'autre sujet, personne n'en parle. On en parle quand même, on en parle, puisque c'est des mesures qui existaient déjà un peu sur les prélèvements. On a réajusté la mesure, effectivement, c'est beaucoup plus rentable. Je pense qu'on en parle. Maintenant, le dividende, il est symbolique. Et il reprend ce que je dis, c'est que l'argent, d'abord, je dirais les entreprises qui seront en quelque sorte prélevées, par définition, elles feront moins de super profits, donc elles auront le sujet des dividendes pour être réglé. C'est-à-dire que les entreprises qui sont prélevées, une charge complémentaire, donc je n'aurai pas forcément des super bénéfices et donc des super dividendes par effet. Donc ça me semble une évidence. Mais vous avez raison. Je prends un autre exemple. Quand on a voté la loi GAFAM, vous vous souvenez, pour taxer les... je crois de mémoire, l'article 1 représentait 400 ou 500 millions de revenus.
puis il y avait un autre article dont on a peu parlé, c'est le maintien du taux d'IS de mémoire à 31 ou 33 pour les grandes entreprises, qui, cette mesure-là, représentait 5 milliards. Et elle était beaucoup plus rentable que la première mesure où on parlait beaucoup de taxation de ces grandes sociétés internationales. Donc, vous avez raison, hein, des fois, on n'a pas une bonne visibilité de ce que l'on fait au niveau des masses. Je partage tout à fait. Mais, encore une fois, moi, je trouve qu'il est normal de rémunérer le capital. Hein, ce n'est pas du tout mon sujet. D'ailleurs, il existe des mesures, alors ça concerne les sociétés qui concernent plutôt les professions libérales, les CELAR, le CELAFA ou les SARL, qui aujourd'hui, lorsque vous distribuez dans ce type de société plus de 10% des capitaux propres au-dessus, vous êtes soumis aux charges sociales. C'est des mesures qui existent déjà. Hein, c'est-à-dire que le législateur de l'époque, moi j'étais un simple commentateur de ces textes à l'époque, le législateur de l'époque a considéré que jusqu'à 10% de rémunération du capital, c'est bon. Mais au-dessus, ça peut être considéré comme des revenus du travail. Vous voyez ? Donc c'est pas nouveau ce que j'ai mis en place. Ça existe déjà dans notre législation, dans notre domaine. Par ailleurs, ce que vous dites sur votre amendement en particulier, peut-être de façon plus générale, c'est que les symboles en politique, parfois, ça compte et qu'il ne faut pas, au prétexte d'un discours rationnel, oublier que parfois, il faut envoyer aussi des signaux aux électeurs, aux Français. Je considère que, d'abord, c'est constitutionnel, hein, que les lois de finances sont quand même des marqueurs politiques et que la fiscalité a une dimension politique. Voilà, donc on fait passer des messages. Quand on parle, on le voit bien, le débat, on remet l'ISF, il y a beaucoup de mesures qui sont proposées, c'est quand même des discours politiques. Comme quand on parle des niches, on veut supprimer les niches, mais sans niche, il n'y a pas de loi de finances. Je réoriente les choix de nos concitoyens en fonction de la fiscalité. Par exemple, on a peu évoqué un amendement que j'avais réussi à faire adopter en première lecture. Là, celui-là, j'ai accepté j'ai compris et je n'étais pas bloqué sur le fait qu'on le retire. C'était le statut de l'investisseur immobilier qui investissait dans du logement vertueux au niveau environnemental et avec des loyers encadrés. Et je proposais que l'on puisse opter à la flat tax sur ce type de marché. On a une fiscalité des revenus fonciers qui est très compliquée, très vieillotte et complètement anachronique pour moi. Bon, là, ça mériterait un bon coup de balai. Mais cet amendement est passé. Mais bon, il paraît qu'il coûtait cher. Moi, je ne pense pas. Parce que là aussi, la vision du coût d'un amendement, il faut raisonner globalement. D'un côté, il y a la perte sèche que l'on peut évaluer, mais qu'est-ce que ça rend au niveau... ça favorise au niveau mode d'investissement. Dans le logement, par exemple, la puissance publique ne peut pas tout faire dans le logement. Il faut aussi peut-être réorienter l'épargne des Français pour investir dans le logement vertueux, avec des loyers vertueux. Voilà, c'est des outils que l'on met en place. On a un autre exemple. On a, pour les petites entreprises, on a augmenté le seuil du taux d'IS à 15%, on est passé, moi je voulais 60 000 euros. Bon, parce que je trouvais que symboliquement c'était mieux. Là, on a concédé 42 000 euros. Bon, pas une révolution, ça fait 400 ou 500 euros de gain fiscal pour l'entreprise. Mais là aussi, ça a incité les petites entreprises à peut-être opter à l'impôt société, donc tenir une comptabilité organisée, structurée, et donc c'était gage peut-être de meilleures recettes fiscales parce que j'étais mieux organisé. Vous savez, le statut d'auto-entrepreneur et autres, bon, même dans certains cas, hélas, du travail au noir. Donc ça a incité les gens à se mettre dans les clous et donc créer une dynamique au niveau de l'entreprise. Vous voyez, dans la stratégie d'une loi de finances, il y a aussi réorienter le comportement de nos concitoyens. Pour prolonger le sujet sur le pouvoir d'achat, le partage de la valeur, il y a une discussion patronat-syndicat avec un futur rendez-vous avec le gouvernement. Est-ce que vous êtes pour l'augmentation des salaires, leur indexation? Qu'est-ce que vous préconisez à ce niveau-là? Oui, alors, bien évidemment. Alors, il y a eu un débat avec notamment les primes Macron. Est-ce que c'est une prime ou est-ce que c'est un salaire? Bon, alors moi, je pense que, étant moi-même entrepreneur, hein, comme je le dis souvent en souriant, moi, je connais le salaire net de mes salariés, c'est-à-dire ce qu'ils ont dans leur poche. Parce que pour moi, c'est important de savoir ce qui est dans la poche et ce qui est
montant, le disponible qui reste après avoir payé toutes ces charges et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet. Maintenant, une entreprise, ça a des, je dirais, ça a un chiffre d'affaires, ça dégage une marge, et la masse salariale fait partie, je dirais, d'un élément important dans la vie d'une entreprise. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une conférence sur les salaires, bien évidemment. Sur le partage de la valeur, alors qu'est-ce que c'est le partage de la valeur? Est-ce que ça veut dire que c'est une option entre les salaires et un dividende salarié, comme on l'évoque et comme l'a évoqué le président Macron? Mais attention, on sait bien qu'un salaire, ça supporte des charges sociales, ça supporte des cotisations maladie, cotisations retraite, ce que je pourrais qualifier d'achat différé ou d'investissement différé pour le futur. Donc je pense qu'il faut qu'on laisse quand même sur les salaires, qu'on augmente les salaires et qu'il puisse y avoir du disponible. Oui, je suis favorable à une réflexion sur la masse salariale, mais tout de suite en tant qu'entrepreneur, je suis aussi responsable en disant est-ce que toutes les entreprises pourront augmenter les salaires? On a aussi une différence entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'elles ont toutes les mêmes critères? C'est plus difficile pour un artisan qu'à 4-5 salariés de dire je vais augmenter les salaires, parce que lui, il est confronté qu'une grande entreprise qui a peut-être des marges de manœuvre ou des marges toutes simples pour pouvoir rémunérer mieux ses salariés. On n'est pas traité de la même façon. Mais il faut qu'on ait une réflexion globale sur la rémunération, c'est une évidence. Brigitte. Oui, vous avez dit que c'était bien de douter. Moi, j'ai un petit doute. Si j'ai bien compris, vous allez redéposer cet amendement sur les super dividendes. Est-ce que vous pouvez bien nous confirmer ça? Et puis, une chose sur les dividendes encore, mais virtuels, que pourraient toucher les enfants d'Agnès Pannier-Runacher. Est-ce que vous pensez que cette affaire, elle peut permettre à la ministre de tenir ou pas? Et est-ce que vous pensez qu'elle doit démissionner? Est-ce que vous pensez que ces enfants doivent renoncer aux futurs dividendes qui pourraient toucher de leur grand-père? Enfin, comment vous voyez les choses évoluer sur cette affaire? Alors, c'est deux questions bien différentes. Sur la première, oui, je suis en train de travailler sur redéposer l'amendement. On a eu quelques critiques. Ça concerne que les personnes physiques, oui, parce que la flat tax ne concerne que les personnes physiques. Après, on peut peut-être réfléchir, et je ne veux pas effrayer dans mes propos, le régime des sociétés mère-fille, puisque c'était les remontées de dividendes sur les holdings, c'est un sujet que je connais bien. Bon, il y a peut-être la quote-part de frais de gestion qu'on pourra regarder. Excusez-moi, je suis un peu technique, mais c'est difficile de ne pas être technique sur ce sujet. Oui, je retravaille. Ensuite, je vais vous dire ce que j'ai dit. Je ne lâcherai pas sur ce principe. Je n'en fais pas une fixation. Je pense qu'il faut qu'on ait ce débat et qu'on réfléchisse sur ce sujet. Maintenant, si dans le cas d'un 49.3, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile dans le contexte d'adopter un texte financier majeur. Ce qu'on a adopté cette nuit, c'est un projet de loi de finances rectificative, dans lequel il n'y a en général pas de recettes fiscales, ou du moins dans la doctrine depuis 5 ans. Moi, j'ai connu des PLFR dans mon autre vie, où là, il y avait des mesures de recettes fiscales. Là, maintenant, et puis avec la réforme, il y en aura de moins en moins. Mais sur un texte fiscal, en deuxième lecture, il y aura peut-être un 49.3, puisque donc si on me retire à nouveau cet amendement, on le fera, mais ils le feront. Est-ce que pour autant on votera la censure? Non, bien sûr que non. On est dans la majorité, mais on peut être apporteur d'idées. On peut essayer de faire évoluer le débat. Sinon, comme j'ai dit, si on ne peut pas apporter des idées, on reste chez soi. Moi, j'aime bien être conscient que, moi, en ce qui me concerne, et que mon groupe, on soit porteur d'idées, on soit innovant, sans tout bousculer. On sera véritablement dans des... Je dirais, on veut construire, on veut co-construire. On veut faire évoluer la réglementation, notamment en matière fiscale, sociale et autres. Maintenant, sur la deuxième question. Là, je suis obligé d'avoir beaucoup de prudence. Il faut vraiment étudier. Je ne connais pas le dossier complètement. Il me semble que les opérations, mais je dis ça avec toute prudence, ont été faites dans les années 2016, me semble-t-il, avant que la ministre soit ministre, hein. Donc,
une opération familiale, de donation et autres, voilà, je dis qu'il faut voir ça avec beaucoup de prudence. Voilà. Maintenant, on va laisser faire les événements. J'ai toujours habitude de dire qu'il faut que les gens assument et prennent en toute lucidité leurs décisions. C'est compliqué, hein. C'est vrai que quand on regarde les obligations avec la haute autorité, quand on regarde les obligations, aller réfléchir à des donations qui ont été faites par mon père des années avant que je sois en fonction, moi je concède que ça peut passer à travers. Hein. Voilà, c'est pas du tout une leçon. Mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de prudence et de recul là-dessus avant de s'enflammer sur ce type d'opération. Après, voilà, sur les opérations de transmission, moi j'ai toujours été choqué par les paradis fiscaux, hein, je vous le dis franchement. Hein. Bon, voilà, ça m'a jamais plu. Je trouve que voilà que l'impôt est vertueux, qu'il faut accepter de payer l'impôt. Voilà, et toutes les mesures d'évitement et autres me choquent un peu. Voilà. Après, il y a des règles de transmission et autres, mais ça c'est normal, c'est la loi, le législateur l'applique. Vous voulez faire une donation à vos enfants en utilisant les abattements, c'est pas de l'optimisation fiscale, c'est simplement l'application des droits, et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Jean-Paul Mattei, la moralité en politique, c'est un des thèmes fétiches pour le MoDem. Avec cette affaire qui concerne Agnès Pannier-Runacher, mais aussi avec ce qui concerne l'ancien Premier ministre Jean Castex, qui a été auditionné ce matin quant à ses futures fonctions à la RATP, se pose à nouveau la question de savoir si les règles sont les bonnes et si le filet est suffisamment fin. Est-ce que vous considérez qu'actuellement, les règles applicables à la HATVP, les règles qui sont déclaratives, suffisent, ou est-ce qu'il y aurait matière aujourd'hui, compte tenu des zones grises qu'on découvre, à aller un peu plus loin et à durcir les conditions déclaratives? Il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce que si jamais on a des règles beaucoup trop rigides, il n'y a plus beaucoup de personnes qui vont pouvoir faire une action politique, de se présenter à des élections et autres. Alors, moi, j'entends ce que vous dites. Moi, je trouve que pour être passé à travers ces opérations de transparence, qui me semblent tout à fait légitimes, je vais répondre à votre question sur Castex, mais j'essaie de reformuler. Je trouve qu'on est quand même très contrôlé et que c'est très bien. Et que ces opérations me semblent nécessaires. Maintenant, vous évoquez le cas de l'ancien Premier ministre. C'est quand même dommage de se priver des compétences et de savoir est-ce qu'il y a une confusion des genres ou pas. Je ne sais pas, je ne peux pas prononcer, je ne sais pas ce qu'a donné l'audition ce matin avec l'ancien Premier ministre. Sa nomination a été validée par les commissions du Sénat et de l'Assemblée. Ça a été validé. Bon. Donc, je crois qu'il a une interdiction de parler, c'est ça, non? De prendre lui-même contact, effectivement, voilà. Bon, avec... je dirais que... Dans le cas d'espèce, la Première ministre et le ministre des Transports actuel. Oui. Donc, mais bon, je pense que ce serait dommage de se priver de quelqu'un qui a de telles compétences et une telle carrure, on va dire, pour diriger une société importante. Bon, voilà. Les qualités de Jean Castex ne sont pas en cause, en l'occurrence. C'est le fait qu'il ait pu avoir des fonctions avec autorité administrative sur les ministères concernés, des transports. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des règles pour qu'on soit bien latéralisé? Moi, je pense que quand on est un acteur public, une des raisons, c'est essayer d'être le plus honnête possible et le plus en phase avec la rigueur. Maintenant, est-ce que je ne suis pas certain qu'on arrivera à tout contrôler. Maintenant, moi, on sait quand même, des gens comme Jean Castex ou d'autres, c'est quand même des commis de l'État, des gens qui ont envie de servir. Voilà, donc conflit d'intérêts, mélange des genres. Moi, j'avoue que je suis très mal à l'aise là-dessus parce qu'il me semble que c'est une évidence qu'on doit essayer d'être le plus honnête et rigoureux possible. Ça me semble le sens d'un engagement politique. Maintenant, que des gens... Mais je sais pas ce qu'il faudrait mettre en plus. Vous comprenez, on a quand même des contrôles,
des organisations. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui a été en responsabilité, il ne peut plus rien faire? Il est complètement mis de côté. C'est compliqué, vous savez, on a pas mal de collègues, moi, qui ont été battus, et autres aux élections. C'est compliqué de rebondir quand vous avez été une femme ou un homme politique. Voilà, vous êtes un peu stigmatisé. C'est pas ça. Alors, est-ce qu'on va trop loin ou pas? Moi, je dis quand même, c'est des femmes et des hommes qui se sont engagés, qui ont cru, et qui ne cherchent pas, a priori, à mélanger les genres. Voilà. Anita. Moi, je voudrais revenir à votre amendement sur les super-profits. Est-ce que vous considérez... Super dividende. Pardon ? Super dividende, mon amendement. Super dividende, pardon. Est-ce que vous considérez que c'est un peu révélateur du climat au sein de la majorité? Et en règle générale, comment définiriez-vous les rapports, comment qualifieriez-vous plutôt les rapports entre différents partis de la majorité? Comment est l'ambiance en somme? L'ambiance est bonne. Franchement, l'ambiance est bonne. On ne partage pas toutes les mêmes convictions. Vous savez, il y a différentes tendances, même dans mon groupe. Hein, il y a différentes tendances. Il n'y a pas d'animosité. Même à la suite... Non, je vous assure. Il y a... En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Je ne sens pas d'animosité par rapport à ce que j'ai voulu porter. Moi, je l'ai porté cet amendement sur les superdividendes. C'est toute une démarche intellectuelle, mais qui n'est pas récente. Je rappelle simplement qu'il y a 5 ans, j'avais déjà déposé des amendements à l'époque, mais bon, j'étais un député lambda. C'était beaucoup plus confortable. Mais j'avais porté un amendement qui proposait une flat tax à 31,7. J'avais déjà déposé des amendements dans ce sens-là en me disant. Donc, c'est pas nouveau. Là, maintenant, il y a une envie de faire bouger un peu les lignes. J'ai envie de faire bouger les lignes. Est-ce que pour autant, je suis le mauvais camarade ou nous sommes, nous, le MoDem, les démocrates, les mauvais camarades par rapport aux autres? Non. On essaie d'être créatif. Il y en a d'autres qui sont créatifs. Et tout ça, c'est dans un respect mutuel. Par contre, dans notre responsabilité, c'est de dire non, bien évidemment, on ne votera pas la motion de censure. Bien évidemment, on a envie d'accompagner. Vous savez, moi, au cours du dernier mandat, j'ai déposé presque 500 amendements. J'ai toujours voté les lois de finances. Ça prouve que je n'étais pas d'accord sur tout. Et surtout, des amendements liés aux lois de finances. Donc, on peut être force de proposition, essayer d'emporter. Moi, ce que je trouvais intéressant dans l'amendement sur les superdividendes, et franchement, c'était pas une stratégie, c'était pas préparé, c'était sincère comme volonté. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on arrivait à emporter plusieurs groupes de cet hémicycle, de la France Insoumise, du Rassemblement National, même chez nous, qui ont dit tiens, pourquoi c'est pas idiot? Parce qu'il était, pour certains, raisonnable, pour d'autres, il montrait un signe, donc on était dans le compromis. Bon, ça ne fonctionnera pas pour les principes. Moi, j'espère qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Et encore une fois, je dis, ce n'est pas un drame. Et ce n'est pas un problème d'attractivité. Moi, j'ai dit qu'un pays apaisé est plus attractif qu'un pays où on a un taux d'impôt très bas. Voilà, mais ça, c'est ma vision de la société. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre nous? Oui, il y a un respect mutuel entre nous. Voilà. On ne se regarde pas en chien de faïence. Vous savez, quand on passe des nuits comme cette nuit, ça resserre les liens. Mais même, je vais vous dire, alors, entre nous, on s'entend bien, mais on a des respects mutuels entre députés, même d'autres groupes. Parce que nous vivons des moments ensemble avec des... voilà, on a d'abord... à force, on ne se rend plus compte de ce qu'on est. On est quand même dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quand même pas rien. Et donc, à partir de là, on a une responsabilité. Et on ne va pas... il n'y a pas d'histoire de chicaya entre nous. Simplement, on a envie de réformer ce pays. Alors, il y en a d'autres qui sont peut-être plus dans la ligne de ce que l'on veut nous dire, du gouvernement. Il y en a d'autres qui essaient d'apporter des éléments pour que le débat existe. Voilà. Et moi, je pense que c'est très promoteur. Quant à nos relations avec Aurore Berger ou Sylvain Maillard, maintenant, ça se passe très bien. Avec Laurent Marcangeli, ça se passe très bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Et quand on fait nos réunions intergroupes, même si
on se dit certaines choses sur certains articles qui peuvent agacer les uns et les autres. Je ne dis pas que dimanche, ça ne circulait pas sur les boucles, et qu'est-ce qu'on nous fait? On nous parle de dissolution, est-ce que c'est une masse? Bon, évidemment, mais ça, c'est la vie normale de la politique. Tout ça, ça s'apaise, on discute, on dialogue, et on trouve, je dirais, on retrouve du bon sens. Mais il n'y a vraiment pas de... Moi, en tout cas, je suis très à l'aise là-dessus, et j'ai pas de... On a vraiment une forme de respect et une forme d'affection entre nous, parce qu'on est tous pour essayer pour essayer d'améliorer la vie des Français. Alors on entend votre bienveillance, mais là c'était vis-à-vis des partenaires de la majorité, mais vis-à-vis des Républicains, une main est tendue depuis un bon moment maintenant. Est-ce que vous pensez qu'une forme d'accord général reste possible, ou bien est-ce qu'il n'aura jamais lieu? Alors moi, le terme impossible, pour moi, n'existe pas. Moi, je ne lâche jamais l'espoir de retrouver... Mais bon, c'est vrai que quand on voit les déclarations qui ont été faites, notamment d'Olivier Marleix dans le Figaro, c'est sûr que c'est un peu raide, on va se dire les choses. Hein. C'est un peu raide comme façon de dire, nous restons sur notre ligne et autres. Quand on fait des déclarations comme quoi on ne votera jamais... le projet de loi de finances. Alors on peut considérer que c'est un acte politique. Ce qu'on pourrait dire, d'ailleurs hier soir ils se sont abstenus sur le PLFR. Bon, moi je trouve c'est un acte de responsabilité. Quand ils ont voté la loi pouvoir d'achat, le projet de loi de finances sur le pouvoir d'achat au mois de juillet, moi j'ai pas considéré que c'était que les Républicains étaient venus dans la majorité, pas du tout. Ils ont fait un acte de responsabilité. Et moi, j'ai trouvé ça bien. Et hier soir, on sentait bien, abstention, on sentait qu'il y avait une envie de responsabilité. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a les individus, les députés que nous sommes, et l'envie de faire avancer les choses. Et puis, il y a la logique des partis politiques et des postures. Voilà. Ça m'agace, je reconnais. Donc, moi, je pense que... j'aime pas trop le terme cas par cas, mais je dis que dans une façon de se projeter sur ce quinquennat, si on arrive à trouver des ponts et se retrouver sur certains sujets, regardez hier soir l'attitude des socialistes aussi, j'ai trouvé que c'était une attitude en responsabilité. Quand on confie une mission à Christine Pérez-Bonne sur les EHPAD, parce qu'on a un vrai sujet dans ce domaine, je trouve que c'est un acte de responsabilité. Donc pour répondre à votre question, je ne désespère de rien, simplement j'aimerais bien qu'on ait moins de posture politique, on essaie de se retrouver sur des sujets qui vont dans le bon sens pour améliorer la vie des Français. Oui, François Gervais, Horizon Politique, je vais revenir sur une vieille lune du MoDem, c'est-à-dire la proportionnelle. Est-ce que vous pensez que instaurer la proportionnelle maintenant a un avantage, lequel éventuellement, et est-ce que vous souhaitez que ce soit éventuellement avant la dissolution ou une dissolution? Là, on avait initialement mis dans notre niche du 6 octobre le texte de la proportionnelle. Puis bon, on m'a fait comprendre que c'était peut-être un peu rapide et qu'on allait fausser la réflexion qu'on a sur les institutions. Il est évident que s'il y avait eu la proportionnelle pour ce mandat, les rapports ne seraient pas les mêmes. Ce serait plus facile de trouver des compromis, il me semble. Donc, bien évidemment, moi, vous savez, je n'étais pas un fanat de la proportionnelle, hein, je le dis franchement, mais avec un quinquennat et une élection législative qui suit l'élection présidentielle, il faut qu'on trouve d'autres organisations de la politique française. Et le texte qu'on avait proposé, qui était en fait la proportionnelle de 85-86, départementale, ne coupait pas complètement le lien du député avec son territoire et permettait d'avoir une représentation. Voilà. Mais j'ai bien senti, vous savez, j'ai fait passer le texte à tous mes collègues de l'Assemblée nationale, j'ai pas senti un emballement, et donc je sens bien que il y a une réflexion de dire, est-ce que la proportionnelle va... Vous savez, très très vite, quand vous parlez proportionnelle, vous prenez une calculette, hein, et vous dites combien je vais en avoir, combien je vais en perdre,
je vais gagner. Voilà. Il me semble, moi, en tout cas, que la NUPES n'existerait pas et qu'on aurait des courants, avec, que ce soit les Verts, que ce soit les socialistes, que ce soit les communistes, que ce soit la France insoumise. Et il me semble qu'on trouverait plus facilement des compromis. Parce que là, on a une espèce de pacte électoral qui n'est pas... Bien que je reconnais que mes collègues, ce soit les Verts et même GDR et les socialistes, bon, ils commencent à s'émanciper un peu. Merci. Sami Assef pour l'AFP. Il y a une proposition de loi qui va arriver d'ici 15 jours sur laquelle sur l'interdiction de la corrida, sur laquelle on a hâte de voir comment la majorité va se comporter. Est-ce que vous en avez discuté hier en intergroupe? Et vous, au Modem, et même vous-même, Jean-Paul Mattei, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Alors, nous avons une discussion en groupe avant la réunion d'intergroupe. J'ai voulu qu'on ait cette discussion pour dégager une tendance. Voilà quelle était un peu la position du groupe sur cette... Bon, il semblerait, par le conditionnel, parce que je n'ai pas fait un pacte, mais il semblerait que globalement, très majoritairement, le groupe soit opposé à ce texte. Il y a quelques membres de notre groupe qui souhaitent avoir une liberté de vote, et moi que je peux entendre. Voilà. Maintenant, je vais répéter ce qui a été dit. Moi, personnellement, bien évidemment, je suis opposé à ce texte. Non pas que je sois un fanat des corridas. Je n'ai pas forcément cette culture. J'ai souvent été invité à des corridas. Mais j'ai un profond respect pour les traditions. Et il faut être très prudent parce que quand vous discutez avec les passionnés de corrida, il y a une vraie culture, une vraie dimension même presque spirituelle dans ce... Moi, pour lequel j'ai du mal à adhérer. Mais je ne suis pas là en tant que censeur et je trouve qu'on n'a pas à interdire. D'ailleurs, quand on reprend le texte... les corridas ne sont pas autorisées en France. Elles sont autorisées que dans un périmètre bien défini. Et je pense qu'on était arrivé à un bon compromis, un bon atterrissage. En mêlant tradition et, je dirais, respect. Voilà. Après, ce que disait hier François Bayrou, je me permets de le dire, parce que ça a été repris dans la presse. Effectivement, lui qui est beaucoup plus sur la notion d'élevage, c'est un terrien, François Bayrou. Moi, je partage. Il y a toute une économie, toute une dimension sociétale qui risque d'être mise à mal par rapport à ça. Et puis après, on ouvre la boîte de Pandore avec la chasse, avec tout un tas de choses. Voilà, il faut être très prudent. Moi, en tout cas, je pense que c'est des éléments qui tissent un territoire, des traditions. Est-ce que la corrida, un jour ou l'autre, disparaîtra elle-même? Mais je pense que ce n'est pas à nous Donc concrètement, notre groupe, je pense majoritairement, votera contre ce texte. Moi, personnellement, je voterai bien évidemment contre ce texte. Voilà, donc, alors on va faire beaucoup, ça va beaucoup animer. Il me semble qu'il y a des sujets aussi presque plus importants à traiter en France. Voilà. Je suis d'accord. Marie-Claude demande, on va passer de la corrida à la réforme des retraites. Donc à propos du projet de loi sur les retraites, que l'un des tout premiers conseils des ministres de janvier 2023, voire peut-être le premier conseil, pourrait adopter, comment voyez-vous la suite des événements? Un cursus uniquement parlementaire ou en revanche la volonté de faire trancher par voie référendaire le projet de réforme du président de la République? Choix a priori privilégié par certains conseillers et l'un des plus proches, à savoir le président de votre formation, François Bayrou. Merci. Alors, notre groupe démocrate a bien évidemment été assez présent sur la forme, puisque on avait très vite, on a manifesté notre souhait que cette réforme ne soit pas traitée à travers un ou deux amendements. Même si certains avaient, lors d'un petit déjeuner de la majorité,
on a pensé que moi, j'étais favorable. Non, moi, un ajustement financier, encore une fois, vous avez compris que j'avais un travers un peu de finance, dans un PLFSS, ne me choquait pas forcément, mais juste un petit ajustement. Mais aller proposer une réforme des retraites à travers des amendements, il n'était pas question. J'ai fait partie de la commission spéciale des retraites, et on a énormément travaillé. Je vous rappelle qu'il y avait eu donc, un haut commissaire aux retraites, 2 ans de discussion, un texte, je le concède, assez compliqué, mais quand même avec certains... si vous replongez dans le texte, il y a quand même des propositions intéressantes. La retraite par points, l'évolution du régime universel avec un atterrissage d'une assez longue durée, les carrières hachées, le cumul emploi-retraite, enfin plein de sujets. Donc, je l'ai d'ailleurs dit au président de la République, vous passez d'un texte aussi fouillé à juste un allongement de cotisation ou autre, il me semble que ça méritait un autre débat. Mais il va être compliqué, je suis d'accord. Il va être très compliqué. Donc, pour répondre à votre question directement, moi j'espère qu'on aura un texte assez dense, mais que le législateur que je suis travaillera. Moi je ne suis pas un fanat du référendum, parce que c'est souvent assez binaire et assez risqué. Moi j'ai envie, moi en tant que parlementaire, je l'ai dit au président, que l'on travaille sur ce texte, que l'on débatte, qu'on essaie de réfléchir. Vous savez, je le disais encore ce matin, la vie, moi, à mon âge, je peux avoir une vision un peu panoramique de la vie des gens, et notamment de mon métier. Il y a plusieurs étapes dans une vie. Il y a les 30 ans, il y a les 40 ans, on change de carrière. Les 50 ans, on commence à réfléchir comment on va vieillir et comment on se projette. Et je pense que c'est là important. Comment va se finir ma carrière? Comment je vais pouvoir rebondir? Donc il y a plein de sujets que l'on peut mettre en avant, carrière difficile et autres. Et ça mérite un beau débat parlementaire. Voilà. Bon, maintenant, on verra s'il faut qu'on soit obligé de l'insérer pour des questions budgétaires que je comprends. Pour des questions budgétaires que je comprends. S'il faut l'insérer dans un texte financier type PLFR, PLFSS rectificatif pour pouvoir déboucher sur un 49.3, c'est un peu dommage. Voilà. Moi, j'espère qu'on aura une vraie concertation, qu'on a un vrai débat sur ce sujet. Voilà, donc en tant que législateur, j'espère qu'on pourra se saisir de ce sujet, que l'on pourra débattre. D'abord avec les partenaires sociaux et autres. Après, donc, on a d'autres sujets, on a les relations des Français avec le travail, tout ça, ce sont des beaux sujets. Mais on a une temporalité aussi financière qu'il ne faut pas ignorer et il faut être responsable. Et puis, puisque le sujet de l'âge légal est ouvert, vous êtes plutôt personnellement pour 64 ou 65 ans? Vous savez, aujourd'hui, une profession libérale, il a la retraite à 67 ans, souvent. Il n'y a pas la retraite à 64 ans. Après, moi, je veux bien qu'on me parle de 60, 62 ans, mais est-ce que c'est une retraite entière? Si ce n'est pas une retraite entière, on se fiche du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, moi je suis là-dedans, hein. Tout mon environnement, on parle retraite, on regarde. Qu'est-ce que j'ai? Ah, mais tu vas perdre 15%, tu vas perdre 30%. Ben, vous ne prenez pas votre retraite. Donc, moi, je crois que la notion de l'âge, pas sûr que ça soit le bon élément. La durée de cotisation... C'est le symbole que retiendront les gens. Comment? C'est le symbole que vont retenir les Français. Oui, mais c'est aussi un problème de durée de cotisation. C'est un problème de durée de cotisation. Et il y aura peut-être des cotisations que on pourra accélérer certaines acquisitions de trimestre, parce que j'ai des carrières difficiles. On ne peut pas dire 64, 65. Moi, je vous dis aujourd'hui, la retraite, pour certains professionnels, même qu'on commençait tôt, hein, la retraite pleine, elle est à 67 ans, même des fois un peu plus de 67 ans. Donc, il ne faut pas dire aux Français que voilà, la retraite à 62, non, c'est pas vrai. Elle est très rare. Par contre, donc, je ne veux pas qu'on se mette dans un corner avec l'âge 64, 65. Pas sûr que ça, c'est une signification. Après, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'emploi des seniors, puisque aujourd'hui, bien beau de dire on va mettre à 65 ans, mais si plus personne veut garder ces personnes d'un certain âge, on n'est pas bien là-dessus. Donc voilà, moi, je ne veux pas m'enfermer dans un débat d'âge, mais par un débat de durée de cotisation et autres. C'est pour ça que je trouvais que la retraite par points était
était un élément particulièrement intéressant, surtout pour des jeunes qui pouvaient avoir une visibilité de ce qu'ils pouvaient acquérir. Je suis un peu bavard. Non, c'est très bien, c'est très intéressant, mais l'heure est presque terminée, elle est passée très vite. Une dernière question peut-être de Stanislas Noyer. C'est juste parce que vous avez évoqué votre envie de faire bouger des lignes, et en même temps vous disiez que c'était peut-être qu'on évolue et qu'on a différentes visions de la vie. Est-ce que du coup c'est lié ces deux choses-là? Votre envie de faire bouger les lignes, tout à coup, ça vient d'où? Ah ben ça, envie de faire bouger les lignes, oui. Moi je pense que, franchement, quand on a la chance d'être dans cette maison, si on n'a pas envie de faire bouger les lignes, moi c'est le sens de mon engagement. Moi je suis reparti sur ce deuxième mandat parce que je considérais que le job, comme j'ai dit, était loin d'être fini. Donc j'ai bien l'intention de faire bouger les lignes dans plein de domaines. On parle de l'entreprise. Est-ce qu'une loi Pacte 2, puisqu'on parle de partage de la valeur, est-ce qu'une loi Pacte 2 serait intéressante pour laquelle il faudrait réfléchir? Qu'est-ce que l'entreprise aujourd'hui? Mais également dans le monde associatif. Il y a plein de domaines dans lesquels on doit se concentrer. On n'a pas évoqué le problème de sécurité, on a un peu évoqué le problème de l'immigration. Il y a plein de sujets. Donc, moi, je pense que... on dit souvent qu'on est dans un régime parlementaire. Bon, ben, moi, j'aimerais bien qu'on soit dans un vrai régime parlementaire et qu'on puisse être force de proposition. Vous savez, c'est organisé, on a beaucoup de projets de loi. Les propositions de loi, on les a souvent à travers nos niches, ou soit des semaines... Bon, essayons, si ce sont des projets de loi, essayons de les amender, de les travailler même en amont, être apporteur d'idées. Moi, je trouve que je n'ai pas envie de mettre le pays sur pause. Je pense qu'on a une obligation, c'est se projeter dans les 20 ou 30 ans qui arrivent. Moi, j'ai été maire pendant 16 ans d'une commune, tout le temps en train de se projeter de qu'est-ce que sera la commune demain. Nous, notre préoccupation, c'est que sera la France de demain? Comment j'anticipe? Comment je mets des cadres, un cadre juridique qui permet de se projeter et d'être apporteur? Franchement, bien évidemment que j'ai l'intention de faire bouger les lignes, et avec mon groupe, et puis même avec mes collègues de la majorité, et même d'autres groupes. Franchement, on se retrouve sur beaucoup de sujets, sur des visions transpartisanes. Bien, on va rester sur cette idée pour aujourd'hui, faire bouger les lignes. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jean-Paul Mattei pour cette heure qui est passée très vite, très intéressante. Merci à tous et bon après-midi. Merci.